Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un autre épisode dans lequel on vous fait découvrir un nomade, un créateur de contenu de voyage, un véritable aventurier. C'est pas des aventures là, de salon comme nous, on a l'habitude de faire. C'est des vraies aventures. Alors, on a le plaisir d'avoir avec nous Guillaume sans destination. Hey, salut Guillaume, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, là on vient de dire dans notre intro qu'aujourd'hui on parlait à un vrai aventurier, pas un aventurier de salon comme nous autres. Là. Ben écoute, on a toutes des passes aventures un peu plus intenses ou aventuriers de salon aussi. Regarde, je suis rendu aventurier de salon depuis maintenant 3 semaines, fait que je comprends ça. Ah, c'est cool. J'aime bien ton décor avec toutes les plantes Ben oui, en arrière, c'est comme vraiment Je thématique. suis jalouse, j'aurais pu approcher ma seule et unique plante derrière ici, mais je ne l'ai pas faite. À vous, ouais, c'est ça. Après l'entrevue, il va falloir rester en ligne pour qu'on ait des trucs pour ta fameuse plante qui n'arrache. Parce que toutes les plantes que j'ai fait toutes mourir. Pourtant, je les arrose. Les arroses peut-être trop, c'est ça l'affaire. Ça se peut ou bien. peut-être pas assez. Je sais pas. Un Je ou sais pas. l'autre. Tout le temps touché, c'est tout le temps ça. Genre, j'arrose trop ou pas assez, mais moins c'est mieux que trop, je pense. Ah, OK. C'est good. Hey, on commence, on t'a préparé une série, je pense qu'on a à peu près 11 questions. Fait que je te starte ça en partant. Toi, tu es un grand voyageur de ce que j'ai pu voir depuis presque 12 ans à quasiment à raison de 6 mois par année. Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre du voyage? Comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé en fait? On revient à la genèse de la chose. Je pense que la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Alors ma mère, elle m'a trimballé toujours depuis que je suis tout petit en voyage. J'avais 4 ans en France, même au Québec, en Europe ou dans les Caraïbes. Fait que ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné le goût de comprendre ce qui se passait ailleurs. Et de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste mon chez nous, hein, il se passait d'autres choses ailleurs aussi. Fait que j'ai eu le goût que ça continue. Puis après ça, l'école, quand il y avait des sorties, j'aimais ça. Puis le premier voyage, moi, que j'ai fait sans les parents a été au secondaire. Là, j'allais au collège Jean de l'Avenir à la Prairie. Et puis, ils ont organisé un voyage où on devait partir au Costa Rica, travailler dans une ferme bio pour aller aider les gens là-bas sur place. Fait que ça a été de ramasser des sous pour, avec des levées de fonds. Puis, tu sais, c'est la première fois que je comprenais le système de travailler pour arriver à son but de partir. Fait que ça a été un peu le début de toute chose. Et on est parti au Costa. Et puis j'ai trippé en pas de parents avec des profs super cool à vivre un peu au beat des Costaricains, puis de travailler là-bas, puis de manger dans les familles. Fait que ça a été vraiment, je dirais, l'étincelle qui m'a donné le goût. Quand je suis revenu de ce voyage-là, ça m'a brassé dans le bon et dans le moins bon côté, dans le sens que je me suis dit... Christy, j'ai envie de faire ça de ma vie, j'ai envie que ça continue, comment je peux faire pour y arriver. Mais ce voyage-là a été l'étincelle pour moi qui m'a donné le goût après ça de bâtir ma vie pour pouvoir voyager le plus souvent possible dans le fond. C'est cool que tu as eu la chance de faire ça. J'aurais aimé ça à l'école. On dirait nous autres, les deux, je pense, dans notre jeunesse, ça n'a pas été tant de voyages. Nous autres, on vient pas d'une famille de voyageurs plus qu'il faut. Fait que nous, on a découvert ça sur le tard, mais je trouve ça cool pour toi que tu as commencé aussi de bonheur que ça dans ta vie, c'est hot. Ben oui, puis vous, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir? Nous autres, en fait, on avait acheté notre première roulotte, en fait, déjà avant de commencer à vivre puis à vouloir faire ce mode de vie-là. On savait même pas que c'était possible de vivre en VR puis de voyager à temps plein avec ça. Puis on a découvert un duo de YouTubers qui se filmaient puis qui montraient ce mode de vie-là. Fait que ça nous a donné envie de découvrir ça. Puis on a expérimenté avec notre première roulotte. On a loué notre maison la première année. Mais nous autres, on a vraiment découvert ça sur le tard. On avait quoi, 27 ans, 26, 27 à peu près quand on a débuté nos premiers voyages. Mais c'est pour ça que je disais, c'est des voyages d'aventure de salon parce que, tu sais, on s'est jamais mis dans le trouble autant que toi. J'ai écouté une couple de tes vidéos puis je te suis sur Instagram puis je vois bien que des fois, tes aventures, c'est plus rock'n'roll que les nôtres des fois. Mais en même temps, ce que vous faites, ben, moi, je connais pas ça, cette façon de voyager-là non plus. Fait que j'aimerais bien expérimenter. Puis j'imagine que ça comporte son lot de up and down aussi, psychologiquement, physiquement, puis même à deux comme vous êtes, tu sais, d'être tout le temps confiné, si on veut, dans cette espèce d'espace restreint-là qui est la roulotte et le pick-up. Mais c'est cool, j'aimerais ça. Écoute, prochain trip, vous m'appellerez, je vais rider dans le bed en arrière. Parfait. On a des bancs, là, t'es pas obligé d'aller dans le bed en arrière. Ma question à moi, est-ce que tu as eu à modifier des choses dans ta vie pour voyager autant et as-tu eu des sacrifices à faire?
Oui, en fait, si on continue un peu dans la même lignée de je reviens de ce premier voyage-là, je me suis dit après ça, bon, mais comment je peux faire pour faire ma vie, faire de ça, de voyager, de travailler, de ramasser des sous pour pouvoir partir le plus souvent possible en voyage. Et ben, j'ai eu l'opportunité que dans ma famille, il y avait un commerce familial, un petit commerce familial qu'on travaille dans les fleurs, dans les plantes, on a des serres. Il y a des serres de production et nous, on est au marché des jardins de la prairie. Ma grand-mère était là avant, il y a 50 ans, une pionnière qui avait des légumes. On a toujours aimé le public, d'être avec parmi le monde, parmi les gens, puis de se raconter des histoires et tout ça. Alors, de fil en aiguille, ma mère m'a incorporé dans l'équation, puis j'ai voulu aussi faire mes preuves de d'autres façons pour me dire, regarde, moi, j'étais capable de faire les choses de mon côté, ça fonctionnait bien aussi, mais ce mode de vie-là, du marché, qui était 6 mois intenses de travail, 100 jours de congé, avec des semaines de 80, 90 heures, 100 heures semaine pendant 6 mois. Donc, on faisait notre année en temps dans cette période-là. Et après ça, c'est fermé vu que c'est un marché qui est extérieur. Donc, pour l'hiver, ça me donnait 6 mois de plage horaire à pouvoir découvrir le monde. Fait que oui, les sacrifices, j'en ai fait toute ma vie pour pouvoir arriver à faire ce que j'aimais faire le plus, c'est-à-dire de voyager. Mais j'aime autant le travail. Fait que c'est pas vraiment des sacrifices. Les sacrifices sont là où je devais, quand j'étais plus jeune, par exemple, ça fait 12-13 ans que j'ai ce mode de vie-là, où ben, mes amis l'été profitaient des terrasses, sortaient, puis moi je pouvais pas, il fallait que le lendemain matin je sois là, première heure, et le soir on finissait tard, j'étais brûlé. Fait que j'ai jamais eu vraiment d'été au Québec, j'ai jamais pu en profiter avec mes chums. Puis quand le 31 octobre arrive, ben moi c'est ma date où normalement on ferme le commerce à l'Halloween, et après ça, je pars. Fait que je profite pas non plus du temps ici, mais j'en profite ailleurs. Mais pour moi, ça a toujours été si on veut, l'accomplissement du travail extrêmement fort. Je savais qu'au bout de la ligne, il y avait la cerise sur le Sunday, c'est-à-dire une grande plage horaire où j'allais pouvoir partir, voyager, découvrir le monde pendant plusieurs mois. Fait que ça goûtait, ça avait plus de saveur parce que j'avais travaillé fort pour y arriver. Ah, c'est cool. Puis parlons-en de tes voyages. Est-ce que quand tu arrives le 31 octobre, sais-tu déjà à quel endroit tu t'en vas? C'est-tu planifié d'avance ou ça. Parce que quand on regarde tes vidéos ou qu'on te suit, on dirait que tout le temps tout est freestyle un petit peu à la dernière minute. Est-ce que c'est cette impression-là qu'on a ou c'est la réalité? En fait, ça a évolué la façon que je voyageais depuis des années, hein, comme n'importe qui. Les premières années, ben, premièrement, le budget n'était pas le même, fait que fallait que je vois moins d'endroits. Et puis, je voyageais d'une façon différente aussi, comme n'importe qui commence à voyager, tu sais. Fait que puis c'était cool, puis ça m'a fait découvrir plein de choses, de dormir dans des auberges super crades ou tu sais, en Inde, en Amérique du Sud. J'avais pas d'argent, mais il fallait que je trouve un moyen d'étirer ce voyage-là pour justement rester le plus longtemps possible, pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Fait que au début, dans les premières années, je restais plus souvent dans la même région, si on veut. Comme ta zone de confort. Ouais, des trains avec les poulets en arrière ou m'accrocher après un wagon, tu sais, un wagon. Et puis ben ça a évolué, le voyage évolue, je voyage plus de la même façon maintenant. Maintenant, mais j'ai toujours été, tu sais, mon nom sur les réseaux sociaux, c'est sans destination, c'est que dans le sens, ça me dérange pas où je m'en vais, c'est vraiment ce que je vais vivre pour arriver quelque part, mais oui, c'est sûr que j'arrive quelque part parce que j'ai un billet d'avion pour arriver dans un pays, mais après ça, je me laisse aller au gré des rencontres, du vent, de mes instincts. Fait que je trouve que c'est ça qui est beau dans cet univers-là, de pas se mettre de barrières et de chemins préétablis. Puis maintenant, ben après toutes ces années de voyager de cette façon-là, maintenant je suis un peu plus all over the place, là. J'aime ça aller voir des amis que je me suis fait justement dans les voyages précédents, qui sont en Suède, à Bangkok, en Colombie. Fait que maintenant j'essaie de l'hiver d'aller voir un peu tout le monde. Fait que je bouge plus qu'avant. Fait que ça a changé, mais non, je suis vraiment. C'est last minute. J'aime pas quand les trucs sont trop préétablis d'avance. C'est intéressant. Et on a remarqué dans tes vidéos que tu sembles voyager souvent solo. On aimerait savoir qu'est-ce que t'aimes de voyager seul? Il y a tellement de belles affaires qui se passent. Puis en plus, en ce moment, en confinement, on dirait que je suis en train d'utiliser toutes les skills du voyageur solo pour garder le positivisme dans ça. Puis voyager solo, écoute, je trouve qu'il y a des bons et des moins bons côtés, comme voyager à plusieurs aussi. Mais c'est important, je pense, de prendre le temps
à un moment donné dans sa vie, c'est sûr qu'on n'a pas tout le temps 6 mois de vacances, mais même si c'est 2 semaines de vacances par année, c'est de prendre 3-4 jours solo pour être capable de te retrouver avec toi-même, de te dire que, hey, dans le fond, je suis bien, je suis capable d'aller manger au restaurant tout seul, je suis pas gêné, j'ai envie d'aller faire des activités, monter des montagnes tout seul, d'aller faire une ride de vélo tout seul. Et souvent, ben, c'est quand tu es seul que tu vas rencontrer le plus de gens. Tu sais, les premières années dans les auberges de jeunesse, si j'étais avec un ami, c'est sûr qu'on rencontrait du monde, mais j'étais moins porté à aller déranger des personnes à leur table, peut-être pas les déranger, mais aller les accoster du moins, pour leur dire, ben vous venez d'où, vous faites quoi, je peux-tu me joindre à vous pour prendre une bière, puis après ça, ben c'est comme ça qu'on se fait des nouvelles amitiés. Fait que ça, puis mes amis que j'ai un peu partout maintenant, c'est parce que je voyageais solo avant qu'on est restés amis. Mais j'ai un grand plaisir à me retrouver seul le soir, à boire un verre de vin ou 2 verres ou 3 verres de vin, à écouter de la musique. Je trouve que de cette manière-là, plus que quand on est 2 ou 3, je suis capable de faire un peu le puzzle de ma vie, puis de placer les morceaux, de réparer des choses. Bon, c'est sûr qu'entre-temps, c'est bon d'avoir des moments où tu es accompagné justement parce que tu peux dialoguer par rapport à ça. Tu sais, moi, j'ai philosophé par rapport à la vie. Mais après ça, c'est bon d'avoir un petit bout de seul pour aller tout mettre ça en place. Fait que j'ai un immense plaisir. Je trouve pas que c'est compliqué. Je suis bien avec moi. Mais après un bon bout solo, j'ai hâte de retrouver des gens. Quand on voyage seul, on place des choses, on peut se sentir bien dans des affaires, mais on rit pas nécessairement. Puis ça, c'est ce qui me manque, le rire. Je suis quelqu'un, je suis un bon vivant, je suis tout le temps content, mais j'aime retrouver des gens et faire des bouts avec des personnes, parce qu'après ça, tu ris et après ça, tu partages des moments aussi, ce que tu n'as pas en solo. Quand tu es solo, tu reviens, tu en parles à tes chums de ce que tu as vécu à ta famille. Écoute, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas la personne à côté de toi, comme vous autres, vous êtes 2. C'est, hey, t'en souviens-tu, la shot, il s'est passé telle affaire, puis c'est aussi le fun de se raconter l'histoire après. Tu la revis ensemble, tu ris ensemble. Puis ça n'a pas de fin. Tu sais, ça a une grande valeur et une grande saveur. Mais je pense que c'est important de faire les deux pour comprendre les deux. Ce que j'en retire de ça, c'est que tu dis que tu es bien avec toi, tu es bien à te retrouver seul. Parce que nous, on a l'exemple de ta mère, Alexandre, qui est rendue seule maintenant. Et puis, elle adore voyager, mais je pense qu'elle a peur de voyager seule. Mais peut-être que c'est l'élément qui lui manque, c'est d'être bien avec elle, j'imagine. Parce que... Ouais, c'est peut-être la clé à la base pour être capable de partir seul. C'est d'avoir confiance en tes moyens, mais aussi d'avoir confiance que tu vis bien tout seul avec toi-même, je pense. Ouais, ben c'est exactement ça. Puis tu sais, les gens, souvent, j'imagine m'écrivent par rapport à ça. Surtout moi, je voyage souvent seul. Sont comme, j'ai envie de le faire. Tu sais, j'en parle dans mon livre. J'en ai parlé dans des podcasts sur les bienfaits de voyager seul, ce qui se passe en dedans de toi. Mais je comprends que oui, des fois, si tu décides, je m'en vais, écoute, 3 mois aux Philippines tout seul, ça peut faire peur. Ça peut faire peur au début de se dire, écoute, c'est pas évident. Puis les premières journées, écoute, tu fais quoi quand t'es tout seul? Tu sais, tu te demandes là, comment ça fonctionne. Puis fait que souvent, ça va breaker les gens dans leur désir de justement d'essayer de faire ça. Mais c'est pour ça que je dis, c'est bon de le faire pour commencer graduellement. Tu fais un week-end, t'es au Québec, au lieu de voir tes chums une fin de semaine, loue-toi un chalet, tout seul, va-t'en dans le bois, t'es-tu capable? T'es-tu capable d'apprécier, d'écouter de la musique, de te faire des feux, de penser à tes affaires? Puis après ça, tu dis, hey, oui, il s'est passé des affaires, puis c'était cool, je pourrais peut-être me faire une semaine dans un autre pays après ça, ou au Québec, ou peu importe. Puis c'est comme ça que graduellement, tu pognes des skills, tu pognes des habiletés de pouvoir dire, hey, j'ai envie de me payer la traite dans un bon restaurant ce soir, tout seul. Fait que, mais j'aime être accompagné, j'aime être à 2 ou à 3, j'adore le monde, tu sais, mais je pense que c'est le fun d'expérimenter ça dans sa vie. On remarque aussi, oui, on sait que qu'on a la preuve que tu voyages seul, tout ça, et que oui, ça t'apporte à faire des rencontres. Mettons comme nous, là, on arrive du Mexique, puis moi, à chaque place qu'on va, j'ai tout le temps envie de vivre un instant avec des locaux. Mettons comme au Mexique, là, sont très familiales, sont souvent sur le party, tout ça. Mais on dirait que j'ai pas la solution à comment m'intégrer chez eux pour vivre un moment purement mexicain. C'est quelque chose de dur quand même. Est-ce que tu penses que c'est une différence entre nous et toi
que toi, mettons, tu visites, mettons, les auberges de jeunesse, alors que nous, on squatte, mettons, les campings, ça a un impact sur rencontrer des gens locaux? Ou, Mais je pense que le fait que vous êtes deux aussi, ça change des choses. Tu sais, même si vous êtes super avenant vers les gens, mettons, vous trouvez un de vous deux, bon, pendant 4-5 jours, là, si tu vas aller jaser à du monde, ben, t'as comme pas le choix d'aller faire les démarches pour y arriver, tu sais, de rentrer dans un resto ou dans un bar puis d'aller parler. Fait que je pense que ça change beaucoup, ça, d'être, tu sais, cet hiver, j'étais avec un de mes chums pendant 2 semaines en Autriche, on est allé faire du ski, puis écoute, j'ai pas rencontré personne, là, on était ensemble, on avait du fun, on riait, puis oui, on croisait du monde, on allait prendre un verre à un moment donné dans un bar à jaser, mais après ça, je me suis retrouvé seul, là, j'étais comme, bon, si j'ai envie de rire, j'ai envie de parler, il faut que j'y aille, il faut que je me donne un coup de pied, mais c'est pas tout le temps facile, puis même si t'es habitué, mais c'est jamais facile d'avoir ce réflexe-là, tu sais, de dire, bon, ben, salut, je viens du Québec, tu sais. J'ai comme l'impression que quand t'es seul, c'est peut-être plus facile de ou bien t'intégrer à un gros groupe ou à juste une personne, mais je suis convaincu que tu vas pas, mettons, nous on est en train de souper à 2, je suis convaincu que tu vas pas t'intégrer out of nowhere. Ben, ton frère est capable de le faire, attention, on l'a vu au Mexique. Sérieux? Ouais, mon frère est de ce genre-là. On soupait ensemble, puis il s'est mis à parler avec nos voisins de table, puis à la fin, ils se sont serrés la main, puis c'était... Même si c'était un couple qui vivait un genre de souper en amoureux. Qui avait l'air en amoureux. Mais tu vois, c'est comme, on a le feeling que les gens sont pas intéressés, ou du moins sont dans leurs affaires, tu sais, si vous soupez, puis vous êtes à table à côté, ou bien, tu sais, puis je suis à table à côté de vous autres, vous parlez d'un sujet drôle ou quelque chose, puis ça se peut que je fais genre, hey, ça se peut que je le fasse pas aussi, mais c'est comme, j'ai entendu ça, c'est vraiment drôle, je vous dis que je viens de telle place, puis finalement, vous autres, vous êtes des bons vivants, puis là, hey, tu viens d'où, puis finalement, ben regarde, on a fini de manger, veux-tu prendre un verre avec nous autres? Puis tu t'intègres comme ça. Ouais. Mais c'est souvent de briser cette glace-là. C'est comme, tu sais, c'est comme d'été au Québec, c'est dans un bar d'aller parler à quelqu'un, tabarnouche, c'est pas facile. Puis on dirait qu'en voyage, c'est plus facile. En voyage, c'est comme, moi j'ai une histoire à te raconter. Tu sais, je viens de quelque part, puis je suis ici pour une raison. Fait que t'as comme des armes qui sont plus faciles à utiliser pour justement briser cette glace-là qu'on n'est pas habitué de briser. Ah, c'est bon. C'est très bon. De notre côté, on a commencé à partager nos aventures sur les médias sociaux dès le tout début. Toi, j'ai remarqué que ça s'est fait plus tard. Ben, veux pas, vu que ça faisait 12 ans, je pense que ça fait... On a commencé quasiment en même temps, là, me semble, sur les médias sociaux, ouais. ou en tout cas la même année. C'est quoi qui t'a intéressé à partager tes aventures, puis pourquoi en vidéo au départ et non en photo comme la plupart des gens? Écoute, moi, j'étais sensiblement néophyte avec tous les réseaux sociaux, puis j'étais encore pas le meilleur, loin de là. Et j'avais fait une couple de trucs à la télé au Québec, puis des gens d'une boîte de prod qui m'ont dit, ben écoute, les chaînes YouTube, ça commence à partir au Québec. Ce que tu fais, c'est un peu, ben ça n'existait pas dans le temps, là, tu sais, quand on a commencé, qu'on a été dans les premiers voyageurs avec notre couleur, les choses comme ça. Fait que je partais pour 3-4 mois cet hiver-là, puis ils m'ont dit, ben filme-toi, puis fais du montage, puis je dis, mais du montage, comment je fais jamais fait ça, tu sais. Ben apprends-les, fait que bon, ben parfait, reprogrammer ton cerveau pour justement apprendre des affaires. Tu sais, ce qui est beau de la vie, c'est qu'on peut apprendre, tu sais. Fait que j'ai commencé à filmer mes aventures en Suède, en Asie, au Moyen-Orient, puis à mettre ça sur les réseaux sociaux, puis de fil en aiguille, ben la façon que je le faisais, les gens se sont identifiés à ça ou ont eu envie d'en apprendre plus puis d'embarquer dans cette histoire-là. Fait que ça a juste fait comme effet boule de neige, puis après ça, il y a plein d'autres choses qui sont sorties de ça. Mais c'est pas moi qui ai eu ce désir-là de partager ça. Ça m'a été proposé, puis je me suis pris dans le piège à aimer ça, puis à avoir des feedbacks des gens, puis de voir que ça inspirait du monde, puis ça me poussait à faire d'autres choses. Puis en même temps, des fois, j'ai eu, j'imagine vous autres aussi, vous vivez ça, tu sais, quand tu filmes un peu tes aventures ou quand tu partages tes choses, des fois, tu es un peu confronté entre le vivre pour toi, puis de le filmer, ou de placer tes affaires, ou tu sais. Fait que C'était justement ma prochaine question, qui était de savoir comment tu gères l'équilibre entre les deux, entre vivre le moment puis le filmer. Comment tu gères ça?
Mais ben, après ça, je serais curieux de voir, vous me direz, vous, là, comment ça se passe. Mais tu vois, la première année, des fois, j'arrivais, je voulais tout filmer, je voulais avoir l'espèce de train, la rail, les roues de train qui arrivent sur la rail au ralenti, la fumée, le lever du soleil. Fait que j'étais vraiment en mode, il faut que je filme pour que ça soit hot, tu sais. Mais je me suis rendu compte que je perdais un peu l'étincelle que j'aime tant des voyages, c'est-à-dire l'inattendu, la beauté, ce qui est merveilleux. Puis pour justement absolument le filmer, fait que je vivais à travers un écran. Fait que ça, comme j'étais là, mais ça fait pas de sens parce que moi je perds ce que j'aime, tu sais. Puis après ça, on le ressent dans la façon que j'en parle, même si je dis que c'est beau, mais j'ai envie de le vivre pour moi si je veux être capable d'en parler par la suite. Fait que ça a été de peser, puis de trouver une balance, comme tu disais, de me dire, regarde, j'arrive en haut d'un volcan, je le vis pour moi, puis après ça, je vais le filmer, regarde là, je viens d'arriver au sommet du volcan ou peu importe. Mais maintenant, je trouve ça important de vivre des choses pour moi à la base, puis après ça, ça va me donner envie de le partager, puis de le filmer, puis mais ça a été de trouver cette balance-là. Mais je serais curieux de savoir, vous, comment ça fonctionne de votre côté. Bien, ta façon à toi est vraiment intéressante parce que ça apporte une autre dynamique à tes histoires. T'sais, vu que tu es déjà à l'endroit puis que c'est encore plus spectaculaire, parce que nous, on a tendance à filmer l'aller rendu puis le retour. Fait que, mais ça a quand même évolué, nous autres. Oui, on a évolué là-dedans. Au début, je pense qu'on est tombé dans le même piège que toi, qui était de vouloir tout filmer au complet puis de plus rien vivre en bout de ligne puis de juste avoir le stress de le soleil se lève, faut pas que je le regarde, faut que je check ma caméra, c'est bien seté puis tout ça. Mais avec le temps, ça a évolué. Là, maintenant, ça va être un ou l'autre. Ou bien on va le faire comme toi, puis on va regarder, apprécier, puis après filmer. Ou l'inverse, on va filmer tout de suite notre réaction en partant, puis l'émotion du début. Puis une fois on sait qu'on a assez d'images, maintenant on est capable de plus déterminer, bon ben là on en a assez filmé, là maintenant on sort la caméra puis on en profite pour nous pour le reste de la journée parce qu'on a déjà fini notre côté travail, là maintenant c'est le temps d'en profiter. Ben tu sais, on le sait parce qu'on a fait notre première année en 2016, on s'était dit, hey, on voyage juste un an, c'est le seul voyage de notre vie, alors que, puis on s'était dit on allait faire des vidéos, qu'on allait tout filmer, puis sans expérience, sans formation, rien, c'était la première fois que je filmais, que j'avais une caméra dans les mains. Puis j'ai passé mon année complète à vivre notre voyage derrière la lentille et non en vrai, t'sais. Alors mes seuls souvenirs se retrouvent dans mes montages finalement, t'sais. Mais puisqu'on a continué le voyage après cette année-là, ben ça m'a permis d'apprendre puis de dire c'est pas vrai, je vais pas passer d'autres années juste à vivre les moments derrière ma lentille. Alors, c'est là qu'on a appris à séparer. Ben, trouver la balance en bout de ligne, c'est de le faire ou de pas le faire, ou à moitié ou pas, mais c'est important, c'est d'être heureux là-dedans, puis si tu as envie de continuer à le faire, ben, j'imagine que chacun, on a des formules qui fit plus à notre qui personnalité. s'adaptent, oui, c'est ça, on s'adapte. Aussi, exact. Mais ouais, c'est intéressant de... Ben, moi, je suis comme... Ce que j'aime de ce que vous faites, que moi, je fais pas, c'est qu'il y a un build-up, tu sais, t'es comme... T'as l'allée, t'arrives quelque part, il se passe des affaires, puis t'as comme... C'est une histoire, tu sais, que vous racontez, puis le monde, ils ont l'impression de vivre chaque moment que vous vivez, puis les émotions que vous vivez, comprennent plus les réactions à la fin, ou les panneaux, le bonheur, ou la tristesse qui se passe quelque chose, ou tu sais. Fait que dans les premiers clips, je faisais un peu une histoire comme un peu plus. Maintenant, je fais plus de trucs sur YouTube, je suis plus dans comme... C'est malade, j'ai envie de te montrer ça, tu sais, puis voilà. C'est comme juste des highlights, là, maintenant. Ouais, ça amène à ce que tu disais, là. Bon, on va switcher notre ordre de questions parce que ça fitait trop avec ta réponse. Oui, parce que tes vidéos, c'est ça qui est nice, c'est que c'est spontané, c'est « Hey, là, vous êtes vraiment avec nous au bon moment ». Puis on vit le moment avec toi qui est bourré d'énergie, là. Pour vrai, tu sais très bien comment transmettre ton énergie. Puis ça amène à ta phrase tout le temps. Ce qui est drôle, parce que dans tes vidéos, c'est comme si tout était toujours mystérieux. Fait que là, ma question, c'est-tu vraiment toujours si mystérieux que ça ou c'est juste pour le show? Pourquoi tu dis ça? C'est parce que je dis souvent ça. Direction la mystérieuse ville fantôme de Varosha. Dans les montagnes à plus de 4000 mètres d'altitude, paysage mystérieux. L'archipel mystérieux de Vanuatu m'appelle. Non, mais sérieux, c'était juste un gag, mais ma question, en réalité, c'était plus, t'es-tu vraiment comme un tripeux d'histoire, de légende, de la place? Est-ce que c'est une facette des voyages que tu apprécies beaucoup, ce côté-là? Mais oui, tu sais,
j'aime beaucoup m'informer sur les endroits. Puis oui, l'histoire, j'écoute des podcasts sur les anciennes civilisations, puis ce qui se passait avant pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant. Mais oui, je trouve que dans n'importe quoi, c'est vrai que j'aime le mystère, puis j'aime ça tout le temps planer, laisser planer un petit quelque chose, où il se passe quelque chose, tu sais. Je trouve que c'est intéressant. Quand moi, je regarde des trucs, quand ils sont mystérieux, je suis comme, c'est mystérieux, genre, je veux en savoir plus, tu sais. Fait que j'aime quand même pique ta curiosité. Mais oui, j'aime voir tu sais, cet hiver, j'étais en Égypte, puis c'était juste, depuis que j'étais tout petit, je voulais aller découvrir ce pays-là. Et si on parle d'un pays mystérieux, écoute, c'en est un. Et c'est Ah oui, c'est le summum, c'est comme le pays où il y a le plus de légendes et d'histoires partout. Là. C'est fou. Puis écoute, là, je suis parti dans des podcasts sur l'Égypte après. Puis juste une petite aparté là-dessus, tu sais, la civilisation égyptienne aurait 6500 ans. Donc 4500 ans avant Jésus-Christ. Et selon tous les manuels d'histoire, c'est ce qu'on enseigne, tout ça. Mais récemment, ils ont analysé le Sphinx qui est devant les trois grandes pyramides à Gizeh. Et il y a des espèces de strates d'érosion qui auraient été causées par une pluie torrentielle. Et cette pluie-là serait arrivée il y a 11 800 ans avant Jésus-Christ. Donc, puis il n'y a jamais eu de pluie après ça. Et tu vois, moi, quand j'étais là-bas, je regardais les pyramides, j'étais comme, ça se peut pas. Il y a quelque chose qui manque. C'est impossible qu'ils aient construit ces choses-là avec les moyens technologiques qu'il y avait dans ce temps-là, même si c'est expliqué dans certains livres d'histoire, mais qui sont en train d'être réfutés dans plein d'affaires. De plein de façons qui est super intéressant. Écoute, je pourrais en parler pendant 2 heures de ça. Je trouve ça tellement malade. Tu sais, exemple, juste la plus grosse pierre en haut de la chambre du pharaon dans la pyramide de Gizeh. Pour monter cette pierre-là, tu sais, il expliquait qu'il faisait des rampes de sable pour monter les pierres comme ça. Mais avec les moyens du moment, c'est impossible. Ça aurait pris une rampe qui mesure plusieurs kilomètres de long pour pouvoir monter cette... Puis il n'y avait pas les moyens pour la monter de cette façon-là. Donc encore là, un autre mystère non résolu. Il y a les obélisques plus au sud. Ça fait pas de sens la façon qu'ils ont été montés en un monolithe. En tout cas, c'est super intéressant. Puis d'être là-dedans, d'être là-bas, de rentrer dans la tombe de Toutankhamon, qu'ils ont découvert en 1922 par hasard. Écoute, je me promenais dans la vallée des rois. C'est une espèce de vallée sablonneuse, puis il y a des trous dans les montagnes et qui amènent à des tombeaux qui ont tous été pillés depuis tout le temps, depuis des milliers d'années, sauf celle de Toutankhamon qui, en 1922, par hasard, Carter a découvert ça. Et là, il a découvert un trésor inestimable là-dedans. Puis je me demandais, j'étais comme... Parce que, tu sais, il y en a plein, genre Alexandre le Grand serait mort en Égypte, Néfertiti, pas Néfertiti, mais Cléopâtre, ils n'ont jamais trouvé sa tombe non plus. Puis dans cette vallée-là, j'étais comme, my God, il y en a combien encore qu'on va trouver? C'est sûr qu'il y en a d'autres, des choses enterrées. Fait que, en tout cas, pour revenir au mystère, l'Égypte m'a vraiment, ça m'a émerveillé ce pays-là. J'ai trouvé ça malade mental. Fait que finalement, c'est pas juste pour le show, il y a vraiment des mystères partout. Mais il y en a vraiment, oui, mais j'aime ça en mettre, mais il y en a. En tout cas, avec cette histoire-là, moi, ça me donne vraiment le goût d'y aller. Là. Ah oui, ça me donne clair. le goût de partir genre là. Ah, nous autres aussi, c'est un de nos destinations de rêve, l'Égypte. On aimerait bien ça. Nous autres aussi, on tripe bien gros histoire, légende et tout ça partout quand on voyage. Puis c'est comme, le voyage, c'est comme un beau prétexte pour apprendre l'histoire, puis découvrir. Puis on aime ça apprendre par nous-mêmes aussi une fois qu'on est sur place, puis comme s'informer avec les locaux, puis faire nos recherches, nous autres aussi, avant et après. Puis après ça, on écoute plein de documentaires sur la destination qu'on est allé, puis là, on comprend tout. Mais c'est vrai, puis tu sais, où vous étiez au Mexique il n'y a pas si longtemps, mais là aussi, c'est full de trucs. Écoute, il y a des pyramides qui sont là, même chose, tu sais. C'est supposé avoir 2500 ans là-bas, mais il y a des logos qui se retrouvent en Égypte, qu'on vient de retrouver en défrichant l'Amazonie qui se retrouve là, qui se retrouve en Turquie. On vient de trouver le plus vieux temple monolithique au monde. Il y a le même logo qui se retrouve partout. Ben Comment t'expliques ça? Tu sais, il y a plein d'affaires de même qu'on pense qu'on a... bon, on n'a pas encore toutes ces réponses-là, mais qu'on pense qu'on a l'explication, mais il y a
peut-être beaucoup plus de légendes et de mystères qui sont imprégnés, qu'on ne connaît pas encore, qui vont être découverts au fil des années. C'est intéressant. En dehors du voyage, ça ressemble à quoi ta vie aujourd'hui? Mettons, sans compter le virus qui circule mondialement, ça ressemble à quoi ta vie? As-tu un pied à terre, quelque chose comme ça? Mon pied à terre est ici, chez nous, à la Prairie, dans le vieux de la Prairie. Ben, c'est un peu le même pattern que je changeais un peu au fil des ans, mais que je partais voyager. Je revenais en avril pour l'ouverture du commerce qui ouvre début mai et roule pendant 6 mois. Et je repartais par la suite. Et donc, normalement, je reviens pour le mois d'avril, prépare le commerce, hormis le virus en ce moment qui est en train de tout changer les affaires. Mais oui, j'ai un pied à terre, ça fait 2 ans que je suis ici et j'aime ma place. Puis je trouve que c'est important d'avoir un pied à terre. Tu sais, comme moi, personnellement, à partir de 2 ans, sans revenir, j'aurais de la difficulté. J'aime ça, j'aime recharger mes batteries. Chez nous, je suis aussi bien chez nous qu'en voyage. J'ai un grand plaisir à cuisiner, à vivre, à faire des feux dehors, à inviter du monde. Je trouve que c'est aussi le fun de revenir que de repartir. Fait que c'est important d'aimer où on est parce que je veux pas dans la vie, à moins qu'on soit nomade complètement puis de constamment bouger. Ben, quand tu reviens puis tu es bien chez vous puis tu le mets à ton goût, ben tu recharges mieux tes batteries puis c'est le fun. Tu sais, juste cet hiver, bon, je suis revenu plus souvent. Normalement, je reviens pas pendant 3-4 mois, 5 mois, mais je suis revenu 2 fois. J'avais envie de revenir. C'est la première fois que j'avais cette envie-là de couper cette espèce de segment-là parce que pour différentes raisons psychologiques, émotionnelles et tout, j'avais envie de me retrouver dans mes affaires, de recharger mes batteries, ça m'a fait du bien. Puis j'ai eu envie de repartir pour avoir envie de revenir. Fait que ma vie, quand je suis pas en voyage, je suis bien ici. Que le marché, c'est à côté. Donc, ça me prend une tourne de char et je suis au travail. Fait que ça se fait super bien. J'aime ça. J'aime être avec le monde. J'ai les mains dans la terre. Je suis dans les plantes. Je suis dans le vivant. Puis je suis dans les conceptions de peau, de fleurs. Donc, les gens m'apportent leur peau et ils vont me dire, écoute, Guillaume, moi j'ai 5 heures, 6 heures de soleil. J'aime le bleu. Ma femme a des coussins rouges ou vice-versa. Fait que peux-tu nous faire quelque chose? Puis, j'ai un peu un côté artistique de ce côté-là. Fait que je vais bâtir un pot mais qui va raconter une histoire. Je vais bâtir un pot avec un palmier que j'ai vu en Colombie, qu'on a, avec une plante avec des fleurs bleues extraordinaires que j'ai vu en Australie, avec des plantes retombantes que je vais avoir vues au Vietnam, avec une petite touche de blanc qui vient d'ici. Fait que c'est de construire un pot et de raconter une histoire aux gens aussi. Alors quand les gens vont profiter, boire un verre de vin sur leur terrasse, ce ne sera pas juste un pot de fleurs qu'ils ont acheté au Rona, mais ça va être une histoire d'un voyage que je vais leur avoir concocté. Fait que ça. Wow. C'est donc bien le fun. C'est vraiment une bonne idée. Je savais même pas que c'était faisable. C'est tellement une bonne technique de vente parce que derrière chaque produit, justement, tu veux qu'il y ait une histoire. Puis les gens sont fiers de l'avoir acheté. Là, tu viens de me donner le goût de me faire construire un pot de fleurs. En plastique. Si avec moi, elle va mourir. Alors, je vais écouter ses conseils, on va être correct. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est le fun quand il y a un peu comme on parlait des endroits dans le monde où on voyage, où on voit. Quand on sait l'histoire, ça goûte, on dirait. Tu sais, t'achètes un pot de sirop, si t'en vas à l'épicerie, t'achètes le pot de sirop, bon. Mais si tu t'en vas dans un petit marché ou une marchande dans un petit village dans les Laurentides, te raconte, écoute, ton grand-père avait une technique parce qu'il y avait des canisses en métal spéciales qu'il avait concoctées chez un forgeron qui est unijambiste albinos. Écoute, son sirop goûte quelque chose. Mais là, écoute, quand le matin tu te fais des crêpes ou dans ton yogourt, t'es proud d'avoir ce sirop-là. Ben oui, tu te rappelles de l'albinos unijambiste. Ça ressemblait donc bien à une histoire d'Elvis Gratton, ça. Il manquait juste les « Ah, c'est bon. C'est vraiment intéressant. Changement de sujet, moi j'ai une question. Est-ce que la vie en VR ou la fameuse van life, est-ce que c'est un mode de vie qui t'intéresse? Puis pourquoi à date tu as priorisé plus les voyages en backpack? Puis est-ce qu'avec l'âge, est-ce que tu te verrais plus éventuellement voyager avec ton véhicule puis ta maison avec toi? Parce que comme nous, on traîne notre maison, là, juste pour te mettre en contexte. Là, partout où on va, on est chez nous. Là. Ouais, on est dedans. Là. T'es live dedans. Là, là vous êtes dans quelle ville? Là? On est proche de Québec, à peu près à 25 minutes de Québec. Ou le Mont-Sainte-Anne. Ah oui, OK. Oui. Nous autres, on a tout vendu là, depuis, là, ça fait 2 ans. Ça fait 4 ans qu'on vit en VR, mais la première année, on avait mis notre maison à louer.
Puis là, ensuite, ben là, on a décidé de la vendre complètement. Fait que là, ça fait au moins 2 ans qu'on est sans domicile fixe, juste avec notre VR à se promener. Tellement impressionnant. C'est malade. C'est fou, mais tu sais, en même temps, votre endroit où vous êtes bien peut être partout. Fait que ça, c'est cool. Exact. C'est un mode de vie vraiment différent du tien. C'est comme un méga backpack, on va dire. Ouais, mais c'est vrai. Plus confortable. Ouais, non, mais tu vois, mettons, moi, ma première question qui m'est venue quand vous en parlez, c'est comment, vous avez une douche là, dans la roulotte? Comment ça marche, là, mettons? On a tout ce qu'il faut. On a toilette, douche, on a un beau grand lit confortable, on a notre espace pour manger et travailler. Fait qu'on a tout ce qu'il faut. C'est l'équivalent d'une maison, mettons, mais en format de poche. Mais tu vois, écoute, faudrait que j'essaye, là, je ne sais pas. Quand on aura le droit de se promener, on t'emmènera avec nous, puis oui. On a de la place. On a 2 autres lits supplémentaires, fait que on t'embarquera avec nous, puis on te fera vivre la vie de VR. Mais tu vois, c'est que j'aime essayer des nouvelles affaires, puis là, le van life et tout ça, ça prend beaucoup d'ampleur, surtout, j'imagine qu'après COVID-19, le tourisme va se faire quand même beaucoup au Québec, au Canada, peut-être plus pendant un certain laps de temps avant qu'on aille aux îles Mouk-Mouk un peu partout, même si les îles Mouk-Mouk sont au Québec. Mais j'aimerais ça, je serais intéressé de voir. Mais moi, tu sais, comme je me suis honnêtement un peu embourgeoisé avec les années. J'aime maintenant, j'ai un grand plaisir à trouver des Airbnb cool un peu partout où je vais, de me réveiller avec un beau balcon, mais en même temps, vous autres, vous pouvez choisir votre spot dans plusieurs cas possibles. Tu vas avoir un lac, tu vas avoir un coucher de soleil, tu trouves un camping qui faut voir dire mon terrain, c'est un peu partout dans le monde. Là. Ouais, puis ça m'amène à voir ta vision pour les prochains mois, prochaine année, le après-coronavirus. Ça va ressembler à quoi tes prochaines aventures? Penses-tu que ça va être plus au Québec, un peu comme tu disais, dans le but de, mettons, encourager un peu plus l'économie locale, puis laisser le temps à la planète de s'en remettre avant de recommencer des voyages à l'international? C'est-tu ce que tu penses qui va se passer pour toi? Ben, tu vois, mettons, si je pense pas de façon individualiste, je pense que ça serait la meilleure chose qui pourrait se passer, qu'on redécouvre le Québec. Je suis allé à une couple d'endroits, mais en même temps, j'ai toujours le réflexe d'aller ailleurs que de visiter où j'habite. Puis les petites business, les bed and breakfast, les campings québécois, la CEPAC, il y a des endroits extraordinaires à découvrir. Au Canada aussi, dans le nord du Québec, il y a des communautés magistrales. Fait que je pense que tout va changer, tu sais, après ça. Mais les gens qui vont vouloir saisir, qui vont passer à travers, il va y avoir des belles opportunités de développer des choses, justement. J'ai l'impression qu'il y a un grand sentiment d'entraide, de solidarité qui se passe en ce moment au Québec. Fait que, tu sais, moi, j'avais des contrats qui m'envoyaient un peu partout dans le monde dans les prochains mois. Je pense pas que ça va arriver, mais regarde, je me dis... On est en santé, on est correct, on a cette chance-là. Fait que si ça nous permet de redécouvrir notre chez nous ou de mieux l'approfondir, mais je pense que oui, c'est ce qui va se passer cet été. Du moins, là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va peut-être se replacer, mais comme tu disais, de donner un break à la planète. Puis sans revenir à la normale ou qu'on considérait normale, mais de peut-être qu'il y ait une évolution des mentalités. Même de mon côté, regarde, je suis le premier qui prenait l'avion souvent. Fait que je pense qu'il y a c'est un beau wake-up call pour moi là, de me dire, regarde, il y a d'autres façons de visiter puis de vivre des choses merveilleuses puis de découvrir des endroits puis de rencontrer du monde vraiment cool. Fait que c'est un wake-up call pour tout le monde, faut juste le saisir. Ouais. Puis en terminant, je te laisse l'occasion de plugger tes affaires sur notre plateforme. Qu'est-ce que tu as présentement? Je sais qu'il y a ton livre, tes médias sociaux, comment on peut te suivre puis tout ça. Moi, je vais mettre les liens après ça, mais vas-y, fais-nous ton pitch de vente. Ben écoute, Facebook, Instagram, Guillaume sans destination. Les gens peuvent suivre mes aventures aux 4 coins du monde, lire aux 4 coins du Québec en ce moment. Mais sinon, oui, un peu partout. Aux 4 coins de ta maison. Aux 4 coins de ma maison, effectivement. Mais j'ai mon don, comme vous autres, je me promène un peu partout quand même. Mais ouais, mon livre Partir sans destination, qui est une espèce de recueil de plein d'histoires rocambolesques. Folles un peu plus les unes que les autres, ça permet de voyager à la maison, donc ça peut être le bon moment de saisir le livre. Il se trouve partout en librairie, Amazon, Renaud Bré, les libraires, tout ça.
Et puis, si vous voulez me voir en personne, ça se passe au marché des jardiniers à la Prairie. Le commerce s'appelle le Jardin de Louise, donc c'est ma mère. Et on est là, je suis là tout l'été. Si vous avez envie que je vous raconte des histoires de voyage, de fleurs, de plantes, que je transforme votre chez vous, les gens peuvent me voir en personne là-bas. Je vais être là tout l'été. Alright, hey, merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. Puis sinon, on se dit à la prochaine. Merci à vous, bonne chance. Puis on se recroise un de ces 4 au Québec. Merci. Ciao.